Bonjour tout le monde, bienvenue à C'est quoi ta spécialité pour notre deuxième saison. Aujourd'hui, on a eu la chance de rencontrer le Dr Horowitz, qui est néphrologue, qui fait présentement son fellowship à l'Université de Toronto, en dialyse péritonéale qui peut se faire à la maison. Oui, puis ça commence bien notre saison 2. Ça a vraiment été une super conversation avec elle. Je dirais que c'est comme vraiment un exemple de persévérance et de positivisme. Elle a eu beaucoup de bâtons dans les roues dans son parcours, mais elle a comme réussi à apprendre ça de façon positive, puis de façon d'apprendre, dans le fond, de grandir là-dedans. Mm-hmm. Ça a été super le fun. Puis ça m'a comme fait comprendre que même si on se sous-spécialise, des fois, c'est moins répétitif et constant qu'on pourrait croire. Donc, sur ce, bon épisode. Donc, avant de commencer l'épisode, j'aimerais ça remercier notre commanditaire officiel, Archer. Archer, c'est une firme de finance qui se démarque vraiment par sa simplicité, sa rapidité d'exécution et son expertise. Oui, puis c'est une firme qui est spécialisée en médecins. Donc, n'hésitez pas à les contacter là, si vous avez des questions par rapport aux bourses, à la marge de crédit, à des assurances invalidité ou à des options de placement. Oui, puis en plus, les rendez-vous sont gratuits. Donc, on met le lien en dessous du vidéo. Pour vrai, vous ne perdez rien à aller les rencontrer. Ça vaut la peine. Merci beaucoup, Dr Horowitz, d'être avec nous aujourd'hui, d'avoir accepté notre invitation. Ah, merci beaucoup pour l'invitation. Puis en fait, on voulait commencer un peu plus pour en apprendre sur comment vous avez décidé d'aller en médecine. Oh, le début. OK. Ouais. Alors, quand j'étais jeune, à peu près 11 ans, ma meilleure amie a eu le diagnostic de diabète type 1. Alors, c'est depuis ce temps-là que j'ai commencé à être un peu intéressée avec la médecine, mais j'étais vraiment pas sûre. Alors, quand j'étais jeune avec elle, on a allé beaucoup aller comme les congrès, les symposiums pour comprendre un peu c'était quoi le diabète. Et moi, j'aimais ça beaucoup. Alors, la science, ça, c'était comme où je l'expliquais à elle. Mm. Et puis, ça, c'est comment j'ai essayé de l'aider un peu avec un diagnostic où on peut pas vraiment aider beaucoup. Mm-hmm. Et puis après ça, j'ai juste continué à étudier les sciences. Et puis moi, c'était plutôt la question de est-ce que j'aimais beaucoup la médecine, mais je savais pas si j'aime la médecine ou la médecine vétérinaire. Alors j'avais comme un gros debate. Je savais pas lequel c'était mieux. Alors j'essayais de faire beaucoup d'expériences avec les deux. Ah ouais? Alors, j'étais comme un bénévole à l'hôpital juif. Et aussi, j'étais un bénévole à un hôpital pour les animaux. Et puis, j'ai travaillé dans un pet store. Et puis, je travaillais aussi à les hôpitaux. Et j'ai essayé de faire des recherches, pour les médecines plus humaines. Alors, j'étais vraiment comme des gros débats. Ça, c'était au secondaire, genre? Ça a commencé au secondaire, puis ça a continué quand j'ai fait un bac à McGill. J'ai fait en biologie et anatomie. Et puis, je prenais des cours extra de biologie animale aussi, pour vraiment comme essayer comme lequel. Car je savais que la médecine, ça prend beaucoup d'intérêt, ça prend beaucoup de passion. Alors, je voulais être vraiment sûre. Je veux toujours être vraiment sûre de ce que je veux faire. Alors, j'ai vraiment juste essayé de faire plus d'expériences. Et puis, j'ai voyagé en Afrique, en Zimbabwe, et j'ai travaillé dans les cliniques pour les personnes, mais j'habitais où il y avait aussi les lions, les éléphants, les chevaux. Alors, je suis comme, OK, est-ce que je suis encore vraiment sûre? Et puis, finalement, c'était plutôt que émotionnellement, j'étais juste pas capable avec les animaux malades. J'étais juste comme, non, je peux pas. Mais avec les personnes, c'est pas super. Ah ouais? Ouais, quand même une drôle de conclusion. Yeah, c'est ça. Alors, c'est pourquoi j'ai continué avec la médecine. OK. Fait que là, après votre bac, vous avez appliqué comme partout? Ou? J'ai appliqué Où est-ce que j'ai appliqué, finalement? C'était plutôt Québec, où j'ai appliqué. Et puis, McGill, c'était vraiment comme mon numéro 1 choix que je voulais. Et j'ai appliqué la première fois dans mon 3e année de mon bac. C'était un programme de 3 années. Et puis, j'ai pas rentré. Alors, j'avais 1 année sans l'étude. Et puis, la deuxième fois que j'ai appliqué, j'ai réussi. OK. Ouais. Puis, une fois rendu en médecine, est-ce que vous saviez déjà dès le début là, que c'était la néphrologie? Ou c'est venu en cours de route? Non, encore la même chose. Comme maintenant que j'ai enseigné un peu la néphrologie à les étudiants, je suis comme, OK, j'étais pas rendue là à ce point-là non plus. Je rappelle quand j'étais là et j'ai découvert un peu la néphrologie comme un étudiant,
c'était intense. C'était difficile, je trouvais. Je rappelle que j'ai fait un gros dessin d'un néphron avec tous les différents transporters. J'ai fait tout. J'ai perdu finalement, mais je travaille fort là-dessus. Mais j'ai pas décidé encore. C'était plutôt encore en résidence, en R1, où j'ai fait un électif. J'ai fait un bloc en néphrologie à l'hôpital général. Et j'étais avec Dr. Weber. Et je rappelle que j'étais tellement impressionnée, pas juste toute la néphrologie qu'elle savait et tous les problèmes reins, mais tous les problèmes autres. Comme elle était tellement investie dans des problèmes qui n'étaient pas juste les reins. C'était la pression, c'était comme, c'est quoi la pression de le comportement abdominal. Comme c'était toutes les choses que j'étais comme, wow, c'est quoi ça? Et c'était vraiment ça. Et aussi l'équipe de néphrologie que j'ai, comme le patient, pourquoi j'ai continuer avec la néphrologie. Puis ça, c'était en R1 de médecine interne, dans le fond. Non, finalement. Alors, quand moi, j'ai appliqué... je voulais la médecine interne quand j'étais en externat, quand en étudiant médical. Je voulais la médecine interne au début parce que j'aimais beaucoup l'intensité de l'équipe. Les patients étaient quand même malades, complexes. Ça prenait plusieurs spécialités ensemble. Les infirmières, les travailleuses sociales, vraiment un groupe multidisciplinaire. J'aimais ça beaucoup. Et puis, je trouvais toujours que la personnalité de la médecine interne était moi. You know? On pense toujours que chaque spécialité, il a leur personnalité. Et la première fois que j'ai fait un rotation, une élection avec la médecine interne, ça, c'était comme mon personnalité aussi. Le fit était là. C'est ta gang. Exactly. Alors, j'ai appliqué en médecine interne, mais ça n'a pas marché. Ouais, alors, j'ai allé comme unmatched, comme on dit en CARMS. Ouais. So fun. Et puis... le cauchemar, là, de oui. toutes les études. Oui, c'est ça. Mais finalement, c'était pas super. C'était une opportunité fantastique. Alors, j'ai regardé pour quoi faire et j'ai parlé avec plusieurs personnes qui m'ont aidé déjà dans le cours de mes années. Et un peu de comme, est-ce que je fais une maîtrise maintenant? Est-ce que je fais une année de recherche? Est-ce que j'essaie de comme, faire une autre résidence? Et puis, j'ai regardé les autres opportunités qui étaient là. Et puis, il y avait la médecine génétique qui était là. C'était très intéressant. Les patientes encore sont malades. L'équipe aussi, c'est très intéressant, très passionné aussi. Je suis like, oh, peut-être c'est quelque chose d'intéressant. Et puis, on doit comprendre aussi la médecine interne avec, mais aussi la médecine comme pédiatrie. Alors, j'étais acceptée. Alors, j'ai fait une année de médecine interne, et puis médecine génétique, je veux dire. Et puis, la première année, on fait 6 mois de médecine interne, et puis 6-7 mois de pédiatrie. Oui. Alors, et puis, c'est quand même très intéressant. C'est une année fantastique dans ma vie parce que vous faites un bloc d'endocrinologie adulte. Et puis après, tu vas faire un bloc d'endocrinologie pédiatrique. Alors, comme il y a une continuité, comme il n'y a pas autre opportunité pour avoir ça. Et puis, j'ai fait endocrinologie, néphrologie, neurologie adulte. Et puis, la même chose, pédiatrie. Et puis, j'ai fait 2 mois de laitage. Et puis, alors, c'était comme tous les mois d'adultes, c'était comme, tout collé. Alors, après 6 mois de médecine interne, j'étais toujours comme, je voulais toujours encore la médecine interne. Ouais. Je suis comme, OK, c'est encore mon encore gap. plus confirmé. C'est ça. Mais c'était intéressant car après ça, je suis comme, oh, je commence à comprendre la médecine interne, OK. Et puis, boum, NICU. Et j'ai commencé le NICU. C'est vraiment différent. Ça, c'est le néonatal. Ouais, c'est ça. Aux soins intensifs de néonatal. Alors, c'était comme c'était intéressant. Ouais, yeah. Intéressant. C'était intéressant. C'était... Wow. Oui, c'est ça. Pour match en génétique, dans le fond, quand vous avez été on match, que vous n'avez pas genre eu une place en interne, vous avez-tu fait genre la deuxième ronde? Oui, puis là, vous avez deuxième appliqué ronde. en C'est ça. génétique. OK. Oui, c'est ça. Fait que ça peut J'étais être prête pour une autre opportunité, peut-être. Je voulais l'explorer. Il y a toujours un pensée ouverte. Et puis, c'était très intéressant. Mais au final, après les mois de médecine interne, je suis comme... je pense que je peux le faire encore. Car quand on va en match, il y a toujours un moment de comme, OK, je suis pas assez bonne, Alors peut-être je suis pas supposée d'aller dedans. Et puis, alors c'était toujours comme un bataille de comme, qu'est-ce que je veux, mais est-ce que je suis assez forte pour le faire, Peut-être que j'ai pas rentré pour une raison. Le timing, c'était juste pas bon, mais il y avait 2 moments quand j'étais dans mon année de médecine génétique qui m'a confirmée encore. Alors, il y avait à cause de mon année où je dois faire l'adulte et la pédiatrie, j'ai fait le ACLS,
Alors, ça, comme le Advanced Life Support Training adulte. J'ai fait le PALS pour la pédiatrie. Et puis, j'ai fait le NRP pour néonatal. Alors, Tout en la première année. Care un peu, là. C'est ça, mais c'est comme un ACLS, c'est comme un training pour toutes les urgences. Ouais. You know, qu'on devrait faire. Et puis, normalement, on doit les répéter chaque 3 ans, toujours. Alors, comme dans la première année, j'étais capable de réanimer un peu n'importe quoi après tout ça. Mais c'était vraiment pendant le training pour le ACLS. Et j'étais là, et puis vous êtes avec un groupe, et puis avec un enseignant. Et puis un groupe de comme 7 ou 8, et puis il y a comme un mannequin, et puis on dit, OK, il y a un code, puis, vas-y. Et puis j'étais là, et puis j'étais déjà assistée avec des codes, et des fois je suis un peu intense, et j'aime ça. Et puis j'essaie d'aider les autres dans mon équipe aussi, pour changer la technique, pour faire les compressions et tout. Et puis j'étais vraiment passionnée là-dedans, et puis l'enseignant me regarde, et il savait que j'étais en médecine génétique, car il demande un peu comme, tout le monde vient de où? Et puis il dit, hey, vous n'êtes pas dans la bonne place, hein? I was like, oh, OK. Alors, c'est pas juste moi qui pense à ça. Ils s'attendaient pas à ce genre de drive-là ou d'intérêt pour ça. Yeah, pour des codes, right? Il était comme, médecine génétique? Oh, je ne sais pas. Et puis, il y avait aussi un autre médecin en pédiatrie qui m'a vraiment qui m'a pris à côté pour dire, je veux t'aider. Je vois que ça va pas. Pas que ça va pas, comme j'aimais beaucoup la pédiatrie, c'était vraiment des mois fantastiques, mais comme elle savait un peu mon intérêt et mon essai au début. Puis elle dit, je veux vous aider. Et ça, c'était vraiment comme des confidence pour continuer d'essayer de rentrer en médecine interne. C'est cool, ça, puis, quelqu'un. Comment ça se fait après, genre l'année d'après? Comment ça se fait appliquer? Est-ce que tu fais juste appliquer au travers des CARMS avec tout le monde ou c'est... Yeah. Il y a des différentes façons de le faire. Et puis, il y a toujours des positions peut-être ouvertes pour quelqu'un international ou autre. Et puis, des fois, c'est le final, c'est gouvernemental et l'argent. Si on a de l'argent pour un autre résident, pour supporter un autre résident dans notre programme. Alors, une place extra, là, dans le fond, qui ouvre pour quelqu'un. C'est ça, exact. Alors, c'est chaque université, je pense, est différente. Des fois, je pense que, honnêtement, je ne suis pas l'expert là-dedans, mais la façon que moi je l'ai faite, et je l'ai faite dehors de CARMS. OK. Je l'ai faite dehors de CARMS. Alors, j'ai parlé avec les équipes, et puis j'ai parlé avec d'autres universités. Et puis, finalement, j'ai rentré à l'université de Sherbrooke en médecine interne. Et c'était comme fantastique. Alors, je suis vraiment contente. Comme, oui, ça a l'air que ça n'a pas bien été, mais au final, je suis vraiment contente avec ma vie, avec mes expériences. Ouais, c'est sûr que ça t'a dû t'amener du bagage cette année-là aussi en médecine interne. Tu devais arriver là avec tellement plus d'expérience, puis prête à faire la job vraiment avec un step d'avance. Oui, alors j'ai commencé comme un R1, et puis 6 mois plus tard, j'étais un R2. Alors, il m'a donné les crédits pour le 6 mois. Oui, okay. Mais aussi, ça, c'était après 6-7 mois de pédiatrie, où toute dose était milligrammes par kilo. Là. quand j'ai recommencé la médecine interne, je me rappelle juste comme, c'est quoi la dose de Tazo encore? Comme la chose comme de base, que tout le monde sait. Je suis comme, c'est quoi encore? Non, j'ai complètement oublié. Alors, c'était comme... Et puis, 6 mois plus tard, j'étais un R2, comme senior, aux soins intensifs, les choses comme ça. J'étais comme, wow, ça va vite. Ça a été vite. Yeah, mais c'était parfait. C'est comment la résidence en médecine interne? On dirait que ces temps-ci, j'entends genre beaucoup de messages mixtes. Là. Je dirais qu'il y en a qui trouvent que les résidents en médecine interne, c'est comme... Ils font pitié quasiment tellement que c'est intense. Ou je sais pas si c'est comme ça que vous l'avez vécu. C'est intense. C'est intense, mais chaque résidence est intense. Like, moi, je rappelle être en médecine interne, être fatiguée, et puis je regardais mes collègues en chirurgie, en plastie, je suis comme, comment est-ce que vous faites? Comme, ça a l'air qu'ils ne dorment pas, je comprenais pas, Tout le monde a une résidence un peu intense. Moi, j'ai fait les 6 mois à McGill, et puis j'ai fait aussi à l'université de Sherbrooke, alors j'ai un peu une comparaison. Je trouve que les deux étaient bonnes. Mais l'université de Sherbrooke, où j'ai fait mes 2 ans et demi, 3 ans, c'était vraiment bon. Oui, c'était intense, mais les équipes travaillaient vraiment bon ensemble. Les gardes étaient intenses, mais aussi la façon que ça marchait. Vous étiez capable de quitter l'hôpital à 5 heures. Il y avait comme un autre R1 qui était de garde pour l'étage. Alors, s'il y avait quelque chose que comme, je dois attendre pour le labo, vous juste demandez votre collègue qui est de garde pour checker.
you know? Et puis, il y avait toujours quelqu'un R2 à l'urgence qui faisait les consultes. Et puis, il y avait toujours un R3 aux soins intensifs qui était là pour faire les soins intensifs et aussi pour avoir le support pour le R2 et support pour le R1. C'est vraiment un travail d'équipe. C'était vraiment un travail d'équipe. Et c'est pas... Oui, c'était un programme un peu plus petit, mais les hôpitaux étaient quand même grands. You know, les gardes étaient grandes et intenses. Et je trouvais que vous avez beaucoup d'indépendance dès le début et vous travaillez fort. You know, toutes les techniques, j'ai fait beaucoup de techniques. Alors, ça, c'est... Avec McGill, des fois, ça dépend où vous êtes. Si c'est trop sous-spécialité, des fois, c'est difficile à avoir des expériences comme plus de techniques. Et je trouvais que parce que j'étais à l'Université de Sherbrooke, juste pour les techniques de soins intensifs, intubation, des choses comme ça, j'ai eu beaucoup. Donc, comme une semaine, j'ai fait plusieurs. Ouais, dans des petits milieux, des fois, c'est ça, c'est plus facile. C'est ça. Ouais. Ouais. Puis là, c'est combien d'années de médecine interne générale avant de refaire le match après pour les sous-spécialités? C'est 3 ans. 3 ans. Oui, médecine interne, c'est 3 ans. Alors, vous faites un peu tout. La cardiologie, pneumologie, vous faites la néphrologie, les étages, les équipes de consulte, gastroentérologie, comme tout ça, c'est toute médecine interne. Alors, on fait 3 ans de ça. Et puis après, vous faites le CARMS encore. C'est bien compétitif, le rematch après. Est-ce que c'est difficile d'avoir la spécialité qu'on veut? Ça dépend chaque année. Alors, ça vraiment dépend. Il y a combien de positions chaque année, alors, et aussi la compétition. Alors, chaque année, la cardiologie est compétitif. La plupart du temps, c'est la pneumologie aussi qui est compétitif. Et puis, les autres, des fois, ça vraiment dépend. Des fois, il y a des années où comme il y a 10 personnes qui veulent rentrer en gastroentérologie, et la prochaine année, c'est comme c'est 2. Alors, ça toujours un peu dépend. Et aussi, ça dépend les positions à les hôpitaux. Alors, ça va toujours un peu où il y a le demande et aussi comment ça allait l'année de passée. Alors, si l'année de passée, il y avait 3 positions et puis il a eu 3 postes, alors 3 résidentes qui allaient dedans, alors que la demande est encore là. Alors, la prochaine année, probablement, il va y avoir 2 ou 3 postes aussi. OK, fait que le nombre de postes par hôpital change chaque année. Ça change. OK, il faut vraiment rester à jour pour voir si c'est disponible. Exactly. On ne sait vraiment jamais. Et puis aussi, la chose à des fois penser, mais je veux pas comme, you know, je veux pas donner trop d'anxiété trop tôt, mais des fois aussi, c'est aussi penser comme le job à la fin, la spécialité à la fin. You know, est-ce qu'il a des postes? You know, et penser comme, OK, je sais qu'il y a un pneumologue ici, un cardiologue qui veut arrêter de travailler dans les prochaines 5 ans. OK, alors il y a un poste. Mais ça, c'est plutôt avec les centres universitaires. Les centres communautaires, il y a plusieurs postes. C'est le genre de choses qu'on oublie souvent, tu sais. On pense en ce moment à notre stade, en fait. Là, tu penses à la résidence, mais tu penses pas qu'après, il va falloir que tu trouves une job. Tu dis qu'il va en avoir. Mais c'est un peu ça. Alors, je dis toujours à des collègues, quand on essaie de penser à la résidence qu'on veut, right? C'est plutôt, c'est quoi la vie que vous voulez? Pas la résidence. Oui, la résidence, ça va être intense. Pour 2 ans, 3 ans, 5 ans. Neurologie, 5 ans. Ophthalmologie, je pense qu'aussi c'est 5 ans. Urgence. Pas mal tout, c'est ça. C'est ça. Alors, c'est comme 2 à 5. Ou, you know, mais c'est toujours un peu plus de 5. Comme moi, je fais un autre fellow maintenant. Mais c'est toujours comme, c'est vraiment regarder c'est quoi le job, c'est quoi la vie, la spécialité que vous voulez. Et puis le reste, ça doit être fait. Puis, est-ce que vous pensez que la meilleure façon de savoir un peu c'est quoi la vie, c'est quand on fait nos stages en externat ou ça ne donne pas non plus? Tu sais, qu'est-ce qui nous donne la meilleure idée de c'est quoi la vie de médecin en médecine interne? Ça dépend. Ça, c'est une bonne question. Oui, en externat, possiblement, mais je pense que c'est pour demander la question. Et tout le monde est différent. On voit comme... Je travaille beaucoup avec les spécialistes. Et tout le monde a un sous-spécialité des fois qu'on ne voit pas. You know, on travaille avec des médecins sur le consulte, sur l'étage. On sait pas exactement qu'est-ce qu'il fait. You know, il y a des médecins internes qui fait la médecine interne générale. Mais des fois, il y a aussi une autre sous-spécialité où il fait des cliniques de thrombose. Où il fait les cliniques pour les maladies obstétriques compliquées. Donc, on ne sait pas. You know, et puis, il y a des néphrologues qui font les pierres aux reins, qui font les reins polykystiques, qui font le lupus et qui travaillent beaucoup avec les équipes de rhumatologie ensemble pour le lupus. Ou aussi qui travaillent pour obstétrique aussi. Il y a beaucoup de complications rénales, obstétriques. Alors, il y a un spécialiste pour ça aussi. Alors, on ne le voit pas souvent. Alors, des fois, c'est plus pour... demander les questions et puis aussi vous avez la liberté pour aussi assister avec ces cliniques.
Mais si on ne sait pas que ça existe, Ouais. Ouais, pour You know, l'essayer. On pense qu'il est à C'est l'hôpital ça. 2 fois semaine, mais en fait, c'est Mais qu'il est c'est en ça. clinique les 3 autres fois. Exact. Puis on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il voit. Fait que c'est comment votre vie? On va demander. C'est comme mon vie. Actuellement, je suis un peu occupée. Alors, actuellement, j'ai fait mes 2 ans de néphrologie à McGill, que j'ai complété en mars. Alors, parce que j'ai commencé avec le génétique et puis j'ai commencé avec les 6 mois, moi, je suis toujours un peu décalée. Je fais pas les calendriers juillet comme les autres. Alors, j'ai commencé en mars 2020. Merci COVID. C'est juste Perfect tout, timing. tout COVID, c'est ça, exactement. Oh my God. Et puis, alors j'ai terminé en mars 2022. Et puis maintenant, je suis en train de faire un autre fellowship en dialyse à domicile à Toronto. Et puis aussi, je suis en train de faire un maîtrise avec Johns Hopkins. Alors, c'est tout un programme qui est tout en ligne. Alors ça, je fais depuis août. C'est un programme de 2 ans, mais c'est flexible. Alors, vous êtes capable de le faire sur 4 ans. Car la plupart des personnes qui le font sont des médecins, sont des infirmières, on a des autres travails à faire. Alors, des fois, je pense que quand j'ai commencé à Toronto, j'ai pris un cours et puis pas les 2 qui étaient suggérés. Car je voulais vraiment être comme dedans, comprendre c'était quoi le programme, des choses comme ça. Et puis toujours un peu de recherche qui est là, comme 3-4 projets. Mais la vie, c'est... Maintenant, parce que je suis en fellow, c'est un peu différente que d'habitude. Mais quand j'étais en néphrologie, alors... Vous faites de service ou comme résidente ou fellow, vous faites 1 mois de consulte ou 1 mois de dialyse. Mais pour les patrons, c'est 1 semaine la plupart du temps. C'est 1 semaine de consulte, 1 semaine de dialyse où vous voyez juste les patientes en dialyse comme externe qui n'est pas admise à l'hôpital. Et puis, vous faites vos cliniques autour de ça. Et puis, comme je dis, il y a de différentes spécialités. Alors, pour moi, comme mon résidence était ça. Mais maintenant, parce que je fais la dialyse à domicile, je vois plutôt toutes les patientes de dialyse à domicile. Alors, la dialyse péritoniale dans le ventre et la dialyse comme le hémodialyse, mais qu'on peut faire à la maison. Alors, je fais ça à Toronto, à la même temps que je fais la maîtrise. Alors, c'est tout comme les personnes de ça. Alors, il y a une clinique 1 fois par semaine à l'hôpital où je travaille. Et puis, ça, c'est le mardi. Et puis, les jeudis, on a un meeting équipe multidisciplinaire où on parle de tous les patients qu'on a vus en clinique. Et puis, on a notre diététicien, un dietitian. Et puis, on a toutes les infirmières qui s'occupent comme infirmières primaires. On a notre travailleuse sociale. On a notre pharmaciste. Puis, tout le monde parle ensemble de comme... Et puis, moi, je vais dire l'histoire de qu'est-ce que j'ai vu comme médical. Et puis... Le diététicien va me dire, ben écoute, il mange 1 repas par jour, alors, etc. Et puis le pharmaciste dit, et puis il n'a pas pris ses médications depuis 1 mois, ou quelque chose comme ça. Et puis on fait un plan avec ça. Et puis tous les autres jours, c'est plutôt les drop-in et les urgences. Et puis s'il y a des complications, s'il y a de quoi, on dit qu'il rentre, on va vous voir. Aussi, il y a des opérations et puis on doit les préparer avant, des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses qu'on doit préparer pour la dialyse péritoniale, car on peut toujours avoir des complications, les infections, mais si on fait une colonoscopie, par exemple, on doit les préparer en avance, car il peut y avoir des translocations et des bactéries, des choses comme ça. Puis qu'est-ce qui vous a intéressé à ce fellowship-là en particulier? C'est justement, la façon que vous en parlez, c'est comme de voir le patient dans sa globalité, tous les aspects de sa vie. Alors ça, c'était pourquoi j'aimais beaucoup la néphrologie. Ah ouais? Parce que c'était pas juste... j'aimais beaucoup la médecine interne, mais la néphrologie, il y avait un peu quelque chose d'autre, mais j'étais toujours en train de regarder tout le patient. Car les reins sont vraiment des organes multisystémiques. Alors, si le cœur ne marche pas, les reins ne marchent pas. Si la tête ne marche pas, les reins ne marchent pas, etc. Right? Si les intestins ne marchent pas, ils suivent. Alors, exactly. J'aime ça. Yeah. Alors, j'étais jamais capable juste... c'est jamais juste rein. Alors, c'est pourquoi j'aimais beaucoup la néphrologie. Plus, il y a des choses comme la dialyse que personne d'autre peut faire. Et la transplantation que personne d'autre fait, sauf les spécialistes. Alors, ça, c'était intéressant. La dialyse à domicile, pour moi, ça redonne une indépendance à les patients qui n'ont pas de contrôle. Et c'est tellement difficile de voir les patientes qui viennent à l'hôpital ou à les autres centres satellites 3 fois par semaine pour 4 heures pour avoir la dialyse. Et puis, on travaille fort pour essayer de les greffer, mais aussi, il y a des patients qui ne sont pas greffables, on ne peut pas donner les reins. Et puis, ils sont là pour la vie. Alors, les voir chaque jour, c'est difficile.
Et quand ils demandent est-ce que je peux, avoir une journée off parce que j'ai un mariage ou je veux voyager, des fois, c'est pas possible ou c'est possible, mais on doit vraiment faire beaucoup d'ajustements. Mais il y a des options. Il y a 3 options de faire la dialyse à la maison. Ça veut dire la dialyse dans le ventre, l'hémodialyse, la machine, où c'est les patients qui le font eux-mêmes. Et puis aussi, il y a une autre petite machine aussi qui est capable de faire l'hémodialyse à la maison. Et puis, ça juste redonne le contrôle à les patients qui sont pas... Depuis tellement longtemps, ils sont malades, il n'y a pas de contrôle. Alors, moi, j'étais vraiment passionnée avec ça. Et puis, je voulais essayer de... augmenter la population qui peut faire la dialyse à la maison. Alors, je suis en train de faire un peu de recherche avec ça. Pour les populations indigenous, like the Cree patients, je suis en train de faire un peu de travail pour eux, car quand ils doivent venir ici pour la dialyse, il n'y a pas beaucoup de satellites au nord du Québec pour faire la dialyse. Alors, quand ils doivent faire l'hémodialyse, ils doivent déménager à Montréal. Oh, mon Dieu, ouais. Ils doivent quitter leur communauté, comme c'est très, très, très difficile. Alors, j'essaie d'encourager de faire plus de dialyse à la maison et c'est plutôt pour eux que j'essaie. Wow, c'est tellement des beaux projets. Ouais, c'est une belle mission. Ouais. En ça, c'est pourquoi j'aime beaucoup la dialyse à domicile. C'est plus ça. Et c'est très intéressant. Je trouve que c'est comme, how qu'on peut mettre de liquide dans le péritonéum, et puis le dialyse, ça se passe. Et puis on sort le liquide, et puis le sang est déjà un peu nettoyé. C'est quand même très cool. Ouais. Et aussi, comme les hémodialyses, il y a des effets secondaires, comme c'est beaucoup de travail pour le cœur, il y a des instrumentations, il y a des infections, mais ça, c'est doux. Alors, pour les cœurs qui ne marchent pas beaucoup, c'est très doux. On n'est pas en train de... C'est moins un choc pour Exactly. Alors, c'est comme... Très intéressant. Point de vue, mettons, une fois que quelqu'un a un staff en néphrologie, c'est comment l'équilibre de vie versus travail en général, selon ce que vous avez vu? Alors, ça toujours dépend sur chaque personne. Alors, il y a des personnes qui font comme beaucoup de recherches et puis il est très, très, très occupé. Et puis, il y a des autres qui font un peu moins. Mais je trouve que tout le monde est un peu toujours occupé, je trouve, c'est ce que je vois. Mais aussi, c'est des personnes comme... On fait la néphrologie et aussi d'autres spécialités parce qu'on est un peu intense et on aime être, occupé. On aime ça. On aime travailler fort pour les patients malades et compliqués. Mais tout le monde a un vie, marié, il a des enfants, ils sont capables de, faire les choses, faire autre chose, exactement. C'est pas juste, ça pour la vie. Alors, ce que j'ai vu à date, et pour moi-même aussi, ça marche bien. J'étais capable d'être mariée dans les dernières années, ça marche. Merci. Alors, ça, il y a encore un vie. Ouais. C'est sûrement important aussi de garder cette balance-là un peu. C'est très important. C'est très important, exactement. La spécialité, c'est intense. Les patients sont très malades. C'est lourd, des fois. Et je pense que ça, c'est vrai avec beaucoup de choses. Alors, et aussi, ça, c'est important pour commencer à penser à ça depuis l'externat. C'est penser à, comme, tout ça que je vois, c'est lourd, mais comment est-ce que, comme, trouver une façon de l'avoir, l'émotion, pas comme avoir zéro. Je pense que c'est important pour, comme, filer un peu, et puis le laisser, ou le mettre quelque part où on peut travailler là-dessus, quelque chose. Alors, c'est comme ça prend un peu de travail pour comprendre la lourdité des choses, et aussi, il y a des choses qui sont pas à nous, comme c'est pas à nous pour sentir, ou oui, c'est à moi pour sentir, des choses comme ça. Alors, il y a comme des manœuvres, des choses à penser depuis que, Alors, moi, j'essaie de faire ça depuis l'externat. Il y a des choses qui sont lourdes. Oui, cet équilibre-là, là. C'est quand même, ça fait peur si on se fait dire que plus qu'on avance dans notre éducation médicale, moins qu'on est comme empathique, là, c'est comme des études qui ont été faites sur des étudiants. Donc là, de voir ça fait peur, mais en même temps, un moment donné, il faut être capable d'en laisser de côté, justement, parce que sinon, ça devient comme trop lourd pour nous. C'est ça. Il y a une façon. Je pense que c'est important pour le sentir. C'est important pour le voir, pour dire, OK, ça, c'est... ça, c'est important. Ça change. La vie de quelqu'un change complètement. Je pense que c'est important pour avoir ça en tête. Mais il y a des façons d'être correct avec. Alors, pour moi, il y a toujours des moments où je suis comme, OK, je dois s'asseoir avec un peu, Mais moi, j'ai toujours ce qui m'aide, que si moi, je pense que j'ai travaillé fort, j'ai fait le plus possible dans mon pouvoir pour ce patient, moi, je vais être correcte. Le reste,
il n'y a pas de contrôle, ou c'est à eux, ou, you know. Mais si j'ai travaillé le plus possible, si je vois qu'il y a un problème avec la famille, mais j'ai appelé le travailleuse sociale, on a parlé ensemble, j'ai parlé avec l'infirmière, you know, OK. Maintenant, c'est moins à moi, c'est à nous. You know, alors c'est une façon. Mais je pense que c'est important pour... Et aussi, les autres choses qui peuvent aider à récupérer l'émotion, car des fois, on trouve comme, wow, OK, j'ai rien, I'm a blank slate. Des fois, ce qui a m'aidé aussi dans le passé est voir les patients et trouver quelque chose qui me rappelle de quelqu'un que j'aime. Alors, comme, I'm like, OK, il y a quelque chose ici qui est comme ma grand-mère. Et puis, c'est comme, elle est une personne encore. C'est pas mon insuffisance cardiaque. C'est le patient encore. Ouais. Et puis, ça aide à revenir, you know? Humaniser le tout. Exactly. Désolée, j'avais quelque chose à la gorge. Ouais. Alors ça, je pense que c'est important pour... Oui, on doit devenir un peu fort et des fois, on doit comme nous arrêter. Et des fois aussi, ça nous prend par surprise. Sinon, j'ai déjà pleuré avec tes patients. Je suis comme, oups, j'ai perdu le contrôle. Je pense que ça arrive à tout le monde. Là. Ça peut pas ne pas arriver. C'est ça, c'est complètement normal, mais aussi pour comme, être comme, OK, où est-ce que j'ai perdu le contrôle? Où est-ce que c'était correct? You know? Car des fois, c'est correct aussi. On est tous des humains. Alors, c'est important aussi pour rappeler de ça. Yeah. Et puis, fait que là, en ce moment, vous habitez à Toronto. Oui, un peu. Ça a été comment, tout le déménagement? Parce que vous avez quand même bougé au cours de vos études. Comment vous avez trouvé ça, de voir bouger de ville à chaque fois? J'aime beaucoup mon auto. Vraiment. Et puis, j'ai eu un accident avec mon auto et j'étais tellement triste parce que comme ça, c'est constant dans ma vie, you know? Mais c'est vrai, j'ai déménagé beaucoup. Alors, la première, c'est un peu drôle. Alors, au début, je commençais à McGill, oui. Et puis, après ça, pour Sherbrooke, alors, le problème avec Sherbrooke, je l'adore, mais juste pour moi, quand j'ai commencé, c'était très tard qu'il m'a dit que j'ai rentré. Alors, je viens juste de déménager à Montréal parce que j'ai pensé qu'il n'y avait pas un poste. Et puis, il m'a dit, oh, by the way, let's go. Et juste comme... Je viens juste de signer pour l'appartement et j'avais le camion qui venait 2 jours plus tard. Alors, je was like, OK, qu'est-ce que je fais? Alors, ça, c'était drôle. Alors, la première année de Sherbrooke, alors Sherbrooke aussi, c'est affilié avec Charlemagne, on the South Shore. Alors, vous êtes capable de faire plus de postes, plus de mois à Charlemagne. Alors ça, c'est ce que j'ai demandé. Je suis comme, est-ce que c'est possible? Alors, j'ai travaillé plus là pour la première année. Et puis, quand j'étais à Sherbrooke, ils me trouvaient un appartement. Puis, c'était l'université qui l'organisait. Et puis, par la suite, j'ai déménagé à Sherbrooke. Et puis, après, j'ai redéménagé. Maintenant, je suis à Toronto, mais seulement pour 6 mois. Et puis, mon mari et ma stepdaughter sont ici. Alors, ils restent ici. Mon maison est encore ici. Et puis, j'ai juste trouvé un appartement pour 6 mois là-bas. Alors, c'est difficile, mais on sait que c'est court terme. You know, chaque chose était une expérience. J'adorais habiter à Sherbrooke. Honnêtement, c'était fantastique et c'était important pour moi pour quitter Montréal. Je pense que des fois, tout le monde adore McGill et j'adore McGill, mais tout le monde est très à l'aise avec McGill. Alors, ils restent, ils quittent pas. On en entend plein, c'est ça, ils ont fait tout l'entraînement. Tout McGill, exactement. Et pour moi, c'était un très belle opportunité pour aller quelque part d'autre et voir comment on peut être. Qu'est-ce qui se fait différemment? Exactly. Et puis aussi, mon français était vraiment pas bon quand j'ai commencé. J'avais un céphalée pour 3 mois, direct, quand j'ai commencé. De la tête qui cherche les mots. C'est ça. Et comme je rappelle, le premier mois, je travaillais à Charlemagne. J'étais sur le consul de médecine interne, je trouve. Et j'étais avec un externe qui était francophone. Tout le monde était francophone. Et puis, mais j'ai pas appris la médecine en français. Alors, j'étais capable de parler, c'est Montréal, mais comme je savais pas c'était quoi un rat, right? Alors, je le demandais, donc c'est quoi l'organe qui est là? Elle me regardait comme j'étais tellement stupide. Alors, je suis pas stupide, je suis juste anglophone. OK? Aide-moi. Alors, mon français a vraiment amélioré après ça, mais c'était une opportunité vraiment importante pour moi. Mais des fois, ça doit être dur, je trouve, de le voir de façon comme positive d'apprentissage, justement, quand... Comme tu sais, la deuxième langue, des fois, c'est quand même une barrière, autant avec les patients, que genre justement avoir l'air comme niaiseuse alors que tu le sais très bien. Oh, yeah.
Oh yeah, c'était j'avais pas vraiment de ego, mais c'était rendu là. C'était parti, je l'ai pas vu. I was like goodbye, you know. Ouais. Comme j'ai commencé à l'aise avec la médecine interne, comme quand j'ai commencé en médecine génétique, et puis pouf, c'est parti, et puis c'est pédiatrie. Alors encore, c'était comme ok, je connais rien. Et puis après ça, je suis comme ok, maintenant je suis dans un nouvel milieu, un nouveau ville, et puis aucune idée encore. Alors, je ne savais pas où aller, rien. Mais la chose avec Sherbrooke est que c'est une communauté qui est comme ensemble. You know? C'est serré. Thank you. Exactement. C'était vraiment comme, tout le monde était vraiment gentil. Comme j'avais des amis qui, comme, ils me textaient, comme, j'arrive dans 5 minutes et puis on part, on va faire un marche dehors. On s'est dit, OK, parfait, je suis prête dans 5 minutes. Ou aussi, comme il y avait des restaurants ou des cafés, ou si je vais toute seule pour étudier, il y avait toujours quelqu'un que je connais. Alors, si je voulais étudier avec quelqu'un, parfait. Alors, c'était facile pour être là, seule. Pour la première fois. Parce qu'il y avait un cercle social qui était créé un peu. Genre. Exactly. Ouais. Et comme tout ensemble. On savait toujours qu'il y avait quelqu'un là. Si on voulait, on peut comme tout aller ensemble. Yeah. Ça a aidé. Yeah. Une question que je me pose, hein, c'est que, mettons, j'aurais peur d'aller vraiment spécialisé en néphrologie, puis en plus vous dites que souvent les gens se sous-spécialisent. Yep. J'aurais peur que ça devienne un peu trop comme répétitif, comme la pratique. Est-ce que c'est le cas ou une fois qu'on est dedans, c'est comme on voit que c'est vraiment plus vaste qu'on pense? Alors, c'est une bonne question. C'est beaucoup moins répétitif que je pensais. Okay. J'étais prête à répétitif. J'étais comme... maintenant aussi, je suis encore au début, mais je trouvais, I was like, OK, je vais continuer de le faire, et puis, chaque, haute pression, je vais être capable de le faire. Et puis, chaque patient dialysé, OK, parfait. Non, c'est tellement pas ça. J'étais comme tellement prête pour ça. Et aussi, maintenant, on dialyse à domicile. Je suis like, OK, péritonite, ça, c'est comme une complication, une infection qui arrive. Je vais être capable de le gérer, pas de problème. Mais chaque personne est individuelle. Chaque personne est unique. Chaque personne va réagir différente. Alors, j'ai parlé avec un collègue l'autre jour. Je dis, je pense que je deviens moins intelligente. Ça, c'est comme le sentiment que j'étudie de plus en plus. Et puis, vous commencez à critiquer la littérature de plus en plus, et puis vous trouvez que, OK, on ne comprend pas tout ce que je pensais qu'on était capable de comprendre. Comme tout le monde est différent, et puis on a des ressources, on a des guidelines, mais il y a moins, c'est moins le cas qu'on trouve un patient qui fit avec les guidelines. Alors, je trouve qu'il y a beaucoup moins de répétitions que je pensais. OK, c'est bon à savoir. Yeah. Yeah. Puis, si vous aviez à le refaire, un parcours, ou si vous aviez à choisir une autre spécialité que néphrologie, qu'est-ce que vous iriez faire? Quand j'ai pensé à néphrologie au début, j'étais aussi en train de penser à la hématologie. La hématologie, je trouvais très intéressante. Et quand j'étais comme des mois ou des électifs en hématologie, je trouvais que chaque patient était tellement compliqué, et aussi la façon qu'il est présenté à l'hôpital, à l'urgence, était toujours rare, toujours un peu de n'importe quoi. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe avec les patients? Les labos étaient un peu partout, la façon qu'il est présenté était très rare. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, comme c'était un challenge un peu. J'étais comme, chaque patient, je trouvais qu'il était très difficile. Alors, j'étais très intéressée avec ça. Mais aussi, il y a quand même un peu de technique avec les biopsies de moelle. Comme j'aime un peu de technique, alors maintenant, comme je peux faire le cathéter de hémodialyse, et je suis en train d'apprendre comment faire les cathéters de dialyse péritonéale. Donc, toujours un peu de technique était intéressant. Hématologie aussi, mais je trouvais que l'oncologie, pour moi, c'était un peu trop lourd. Ouais. Déjà, dans ma famille, il y avait un peu trop de cancer, et puis j'étais comme juste pas capable. Des fois, on trouve qu'on a des triggers où c'est plus difficile à arrêter l'émotion, dans les spécialités. Et là, pour moi, ça, dans ce temps-là, quand j'étais en train de regarder, ça, c'était un trigger pour moi. C'était juste un peu trop. Fait que c'est bien se connaître aussi, puis aller dans les choses qui vont être le mieux. Yeah, c'est important à voir quand on toujours apprend. S'il y a quelqu'un dans la famille qui a déjà fait un AVC, la première fois qu'on va voir un patient AVC, peut-être la même âge, c'est possible que ça va avoir des émotions avec. Alors, c'est les choses comme ça, que juste nous comprendre, comme tu dis, c'est très important. Yeah. Puis avez-vous un conseil pour des étudiants qui essaient de faire leur choix de carrière, un peu comme nous en ce moment, leur choix de spécialité? Je
pense que le plus important, et pour maintenant, c'est étudier qu'est-ce que vous voulez étudier. Ça doit être, le patient, ça commence au début. Alors, quelque chose qui vous intéresse, toujours. Ça, c'est comme, pour moi, c'est toujours comme, oh, ça, c'est vraiment intéressant. Like, I like that. Je peux étudier ça chaque jour, je vais être correct. Alors, toujours continuer avec ce que vous aimez. Si vous aimez plusieurs choses, qui est toujours possible, c'est juste, s'il y a la connexion avec les personnes, comme je parlais avant, comme si on peut avoir les contacts, les connexions comme ça aide aussi. Comme ça, c'est mon personnalité. Je suis comme eux. OK, parfait. Comme le moment comme ça, c'est aussi possible. Ou juste demander, parler avec plusieurs, voir un peu c'est quoi, comme j'ai dit, la vie après et pas juste les années de résidence. On va toujours entendre que, oh my God, une chose horrible a arrivé, personne n'était là, OK. Mais ça, c'est comme avec chaque spécialité, ça, c'est avec chaque moment, car tout le monde est humain, et puis la médecine est difficile, et c'est complexe. Alors, la chose va arriver. On sait toujours un peu pour demander des questions. Ou fait comme vous êtes en train de faire, demander toutes les questions. On espère que ça va aider d'autres gens que nous. Ouais, c'est ça. Yeah. Ben, merci beaucoup. En tout cas, c'était super le fun. Yeah, merci. Ouais, merci beaucoup. C'était vraiment intéressant comme conversation. Ouais. Merci beaucoup. Merci.